On revient là tout à l'heure. Je m'adresse à vous, hein, Luc Michel. On a peut-être tout dit sur la sécurité, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on y est. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que le thème du sommet, c'est la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de sécurité alimentaire dans un pays en guerre. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de développement économique, sauf aux États-Unis avec la guerre. L'expansion économique des États-Unis, elle s'est faite sur les 2 guerres mondiales. Lorsque arrive août 14, on est en train de fêter le centenaire. L'Europe bruise de la guerre de 1914. Mais personne n'explique quelque chose. Lorsque commence la guerre de 1914, l'Europe domine géopolitiquement le monde. Elle ne la domine pas en bloc, elle la domine par ses empires. L'Afrique est européenne. L'Asie est encore en très grande partie européenne. Lorsque se termine la guerre de 1914, l'Europe est ruinée. Ce sont les États-Unis qui sont devenus le créancier. Quel est l'homme qui domine les pourparlers de paix, le traité de Versailles, etc. C'est le président Wilson. Arrive la grande crise des années 30. On a bâti un mythe avec Franklin Roosevelt qui redressait l'économie, le New Deal. Ce n'est pas vrai. L'économie américaine en 1939, elle est toujours en crise. Qu'est-ce qui relance l'économie? C'est la guerre mondiale, la course aux armements. Parce que les Américains étant loin, ils n'ont aucune destruction chez eux. Il faut quand même comparer 2 chiffres importants, et vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, parce qu'on va arriver directement à l'Afrique. Les Américains ont moins de 400 000 morts sur les 2 théâtres d'opération, débarquement du 6 juin compris, théâtre du Pacifique compris. Les Russes gagnent la guerre, c'est eux qui abattent le nazisme. Ils gagnent la guerre avec presque 30 millions de morts. Ça, c'est la réalité. La Russie, elle est détruite en 1945. Les Américains, eux, ils ont vendu des armes. Et puis, ils réussissent ce merveilleux truc. Ils payent la reconstruction avec le plan Marshall, les aides, etc. Mais que l'Europe va rembourser. Elle est encore en train de la rembourser, l'Europe, parce que les Américains sont toujours là. Et elle appuise où la fortune? La fortune sur des émissions papier. Des matières premières, des ventes, mais aussi du papier. Non, les matières premières des Africains. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. On va y Entre venir. autres. Les matières premières, bon, c'est un des aspects, mais l'économie est en grande partie aussi américaine. C'est une économie virtuelle. Et qu'est-ce qui relance une 3e fois l'économie américaine au début des années 80 sous Reagan? C'est la course aux armements avec les soviétiques. Et pourquoi actuellement le lobby militaire industriel américain veut-il la nouvelle guerre froide avec la Russie de Poutine? Pour relancer la guerre aux armements. Donc il n'y a pas de prospérité dans une région en guerre. Simplement, il faut comprendre ça. La sécurité alimentaire, c'est pas le départ, c'est la fin. C'est la suite d'un processus. Maintenant, quand on regarde ce que les Américains ont fait partout, la guerre au terrorisme, oubliez-la, c'est prétexte. Les islamistes sont utilisés par les Américains, mais ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Le lancement de l'islamisme comme un facteur politique, c'est les nazis du Troisième Reich qui l'ont inventé. Ils ont lancé ça contre l'Union soviétique de Staline. C'est eux qui ont parrainé les frères musulmans, notamment. Demandez-vous pourquoi, encore aujourd'hui, la centrale des frères musulmans, elle est à Munich, en Bavière. Pourquoi elle n'est pas dans un pays du Moyen-Orient? Parce qu'ils sont nés là-bas. Donc, oubliez la guerre contre le terrorisme, mais ça ne veut pas dire que les islamistes, c'est la CIA, ça, ce sont de mauvaises analyses. Les islamistes sont utilisés, mais ils utilisent le système. C'est un échange. Mais quel est le but fondamental de ce que moi j'appelle cette anarchie internationale? Parce que c'est ça. C'est de détruire les grands États qui assuraient la stabilité. Et quand vous suivez l'axe, on commence en Europe, on détruit l'Union soviétique en 1991, on détruit la Yougoslavie qui était quand même un pôle de sécurité, mais on commence en Afrique à la même époque, 1989-1990. Vous vous souvenez de la Somalie du maréchal Siad Barre? C'était la grande puissance régionale. Regardez où ils sont maintenant. Et on continue comme ça. Au Moyen-Orient, on détruit les 2 grands États qui sont l'Irak bassiste, la Syrie bassiste qui est détruite, même si Assad se maintient. On les détruit. Déstabilisation au Liban. Ce qui se passe actuellement ces jours-ci en Irak,
n'est possible que parce que, on a détruit l'Irak de Saddam Hussein, et parce qu'on est en train de détruire la Syrie des Assad. On continue, la Libye qui était quand même le grand État qui assurait la stabilité, pas seulement dans l'Afrique subsaharienne, dans toute l'Afrique. Vous savez que Muammar Kadhafi était le sage de l'Afrique. Combien de conflits, combien de guérillas les diplomates libyens ne sont pas allés régler pendant 15 ans? On fait sauter ça. Et on continue. On continue en détruisant. Qu'est-ce que le système occidental? Parce que c'est un système qui contrôle tout. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'États faillis. Maintenant, on va en venir, on parlait des idées hier. Et il ne faut pas oublier qu'à la base de tout, il y a des idées. Et les Américains, ce sont des gens, avant de faire une politique, ce sont des idées. Il y a des centaines de think tanks aux États-Unis. C'est-à-dire de gens qui... Et à quand un think tank africain? Voilà. Mais on va y venir. Ça va être la conclusion, si vous me laissez encore 2 minutes. Allez-y. Les think tanks existent. La CIA a ses propres think tanks. Comment on fonctionne aux États-Unis? Continuellement, la CIA fait ce qu'on appelle de l'analyse. Moi, je fais ça aussi, mais avec mes petits moyens, avec mon cerveau, mais eux font ça avec une énorme machine. C'est de l'analyse géopolitique prévisionnelle. Ça se base sur quoi? Ce sont des scénarios. À longueur d'année, la CIA organise des colloques, des meetings. On concentre tout ça et on fait des scénarios. Le soi-disant printemps arabe, par exemple, il existe explicitement développé dans un scénario de la CIA de 2005. Ce sont des documents publics, tout ça n'est pas confidentiel. Madeleine Albright donc il se base sur des idées, et ce sont des idées, des scénarios, et ça explique que les Américains retombent toujours sur leurs pieds, parce qu'ils ont toujours plusieurs scénarios. Il y a le plan A, le plan B, le plan C, c'est ce qui se passe en Libye. En Libye, pour le moment, c'est le choc de 3 plans. En Égypte, c'est le choc de 2 plans. Mais le grand problème de tout ça, et vous allez comprendre pourquoi je dis qu'il y a des idées au départ, c'est qu'on nous vend en fait 2 idées contradictoires. Il y a la globalisation. La globalisation, moi je vais le dire brutalement, c'est l'américanisation de l'économie mondiale. Mais la globalisation, qu'est-ce qu'on nous dit? Plus de frontières, plus d'États, plus le grand marché mondial ouvert. Mais à côté de ça, la géopolitique américaine, elle ne se base pas. Elle se base sur un livre. C'est le Clash des civilisations de Samuel Huntington. Huntington, en fait, il voit l'histoire mondiale au travers du choc. Ce qu'il appelle des civilisations, et j'en reviens à votre idée, mais qui est le choc des religions. Et qu'est-ce que les Américains veulent? C'est instrumentaliser les religions pour créer des chocs. Par exemple, pourquoi Huntington en Europe oppose-t-il une Europe catholique à une Europe orthodoxe? Mais parce que c'est la frontière avec la Russie, c'est parfait. On ne sait pas intégrer les deux à ce moment-là. On voit le même petit jeu au Moyen-Orient. On oppose chiites, sunnites, chrétiens, mais tout ça fonctionnait bien. Il faut quand même constater que là, on va prendre le cas de la Syrie. La Syrie, c'est là qu'est née la civilisation de l'humanité moderne. En Syrie, on parlait l'araméen, le syriaque, la langue de Jésus. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu des empereurs romains venus de Syrie. Ça a été le creuset. Mais en Syrie, depuis le début de l'islam, ils vivaient en parfaite intelligence, avec non seulement les chrétiens, mais jusqu'à la création d'Israël, avec les juifs également. Il y a des communautés juives dans tout le monde arabe. Ils s'entendaient bien. Et alors, Samuel Huntington est arrivé. Il a mis une grille de lecture. On dit souvent que c'est l'opposé de Brzezinski. C'est pas vrai. Il permet opérationnellement ce que Brzezinski veut géopolitiquement. Mais on oppose les religions, vous le savez, en Afrique. On commence à créer et on oppose les ethnies. Ça, c'est la deuxième stupidité absolue. On oppose les ethnies entre elles. Sur des prétextes que la religion permet. Et je vais vous donner un exemple européen. Jusque 1990, il y avait une langue serbo-croate en Yougoslavie. C'est le même langage. Simplement, l'une s'écrit en caractère latin et l'autre en caractère cyrillique. Ces gens se sont entendus, etc. Mais à partir du moment où on a introduit le facteur religieux, les Croates sont catholiques, les Serbes sont orthodoxes, on a lancé 2 peuples l'un contre l'autre. C'est ce qui a permis l'éclatement de la fédération yougoslave. Et maintenant, il y a une langue serbe et une langue croate. Ces gens sont en train de s'inventer des vocabulaires différents, parce qu'il faut séparer absolument. Et on voit ça dans tous les pays. On voit ça dans tous les pays.
L'Afrique maintenant, c'est devenu le laboratoire de tous ces gens. Pourquoi ? Parce que politiquement, malheureusement, l'Afrique n'existe pas. Et alors, je vais ajouter une chose, parce qu'il y a une vision raciste. C'est-à-dire que tous ces Occidentaux, lorsque je dis, je ne parle pas de l'Européen de base. À Bruxelles, il y a une communauté africaine. On a un quartier qui s'appelle le Matongué. Tout ça se passe bien. Il y a des couples mixtes. Mais les politiciens français ou belges ou américains, on regarde l'Africain, c'est l'ancien colonisé. Vous savez, au Congo belge, on avait créé une catégorie, c'était les évolués. C'est un terme immonde. C'était soi-disant les quelques milliers de Congolais qui, en 1960, étaient jugés dignes d'être presque blancs. Presque blanc, parce que dans le Congo belge, un Africain ne pouvait pas, le meilleure chose, bon, Mobutu, il pouvait être sergent-chef. Lumumba, il pouvait être instituteur, on n'allait pas plus haut. Mais ils ont encore cette mentalité. L'Africain, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on peut rouler. C'est quelqu'un qui n'est pas très intelligent. C'est ça la mentalité. Il faut aller voir off record, comme on dit, ce qui se dit. Les Américains méprisent déjà les Européens. Donc imaginez-vous ce que ça doit être pour l'Afrique. Et donc l'Afrique maintenant sert de laboratoire à toute une série de politiques. Vous n'êtes pas seulement la volonté. Les matières premières n'expliquent pas tout. Ça, c'est l'erreur. On n'explique pas tout avec le pétrole, avec le truc. Ce que fait pour le moment l'Amérique en Afrique, c'est simplement, avant tout, c'est un projet de puissance géopolitique. Ils ont besoin d'une frontière tranquille, ils ont besoin de barrer la route à l'Afrique, à la Russie et à la Chine, et donc ils sont en train de mettre en point ce que moi j'ai appelé le scénario du diable, parce que c'est ça. On est en train de faire de la Somalie, qui était le laboratoire de tout ça, on est en train de faire le modèle d'une certaine Afrique. Et malheureusement, il y a des Africains qui se précipitent là-dedans. Alors, une fois que la situation ne va pas, quelle est la réaction, et vous allez voir pourquoi je vais terminer là-dessus, quelle est la réaction? On fait appel à l'ONU, et l'ONU fait appel aux Occidentaux. Il y a des soldats, par exemple, de la force d'intervention européenne en Afrique, au Centrafrique. Ça ne va pas, ça. Pourquoi tout ça? Parce qu'une fois de plus, on n'a pas appliqué, il y a 7 ou 8 ans, le projet de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi avait proposé à un sommet de l'Union africaine, il y a presque 10 ans, il avait une armée intégrée de l'Afrique, avec ce qu'on appelle une force de projection. Une force de projection, c'est quoi? Ce sont des troupes spécialisées avec des moyens de transport qui peuvent, à 1000, 2000 ou 3000 km, intervenir dans les 8 jours. Les Américains ont cette capacité. Les Européens commencent à la développer dans le cadre de l'OTAN, mais eux, ils servent de domestiques, notamment parce que les Américains ne leur laissent pas avoir les moyens de projection. L'armée française, par exemple, n'est pas capable d'envoyer des troupes au Mali ou en Centrafrique. Elle le fait avec les Hercules américains et elle les fait avec les Hercules de Mme Merkel de l'armée allemande, qui sont sous contrôle américain. Mais c'est ça. Tant que l'Afrique n'aura pas cette force, il y a une crise qui intervient, je vais dire, en République du Congo. Pourquoi appeler des casques bleus? Vous êtes un continent riche. Vous avez des moyens militaires seulement. Les moyens militaires, vous les avez éclatés dans 52 pays. Pourquoi ne pas avoir une force? Ça ne veut pas dire qu'il faut dissoudre toutes les armées et ça ne veut pas dire que chaque gouvernement doit les fermer. On crée une force. Elle est à disposition du Conseil panafricain. Et on la projette. Et vous avez une crise, plus de casques bleus, plus de troupes européennes, des Africains. Je vais ajouter que ça va calmer beaucoup de gens.